Hello, everyone. I'm pleased to be with you today to talk about an important issue. Green cities and three vision. Okay, now I can speak in French, yes? Translator, are you ready? Yeah. Je vais parler en français. Alors, bonjour, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Karima Delli, je suis députée européenne, je suis vice-présidente de l'intergroupe Urban, je m'occupe beaucoup des questions de logement et actuellement je suis la coordinatrice pour les écologistes au Parlement de la commission de transport. Et dans la commission de transport, nous avons la chance d'avoir mon ami qui est président de la commission de transport, monsieur Michael Kramer. Donc, les Verts, les écologistes sont très prégnant sur cette question, notamment de villes durables, de villes vertes. Alors on le dit d'emblée, il est vrai que beaucoup aujourd'hui, tout le monde parle de villes durables, de villes vertes. Alors pour nous les écologistes, cette appellation, ce n'est pas juste un slogan, ce n'est pas juste un mot. Derrière, il y a des réalités et il y a des processus d'expérimentation. Et je suis très heureuse que sur nos territoires, en Europe, nous avons des utopies concrètes qui sont portées par mes speakers qui sont à côté de moi, qui sont des acteurs réellement de montrer une volonté sincère au service des territoires. Alors ça va d'Helsinki ici à la région capitale, comme on dit, hein, Bruxelles, jusqu'en Allemagne sur la ville de Boris. Alors c'est vrai que quand on parle de villes vertes, les actions et les politiques environnementales, parfois c'est difficile parce que les enjeux sont parfois contradictoires. Comment on va rassembler, par exemple, le fait de lier la qualité de l'environnement, le développement économique et la justice sociale? Comment on fait pour que les territoires où la population est confrontée à la fois à la précarité économique, à la fragilité de son environnement, mais aussi à l'indignité dans son habitat? Comment on repense nos moyens de se déplacer? Alors, on a eu une très très belle présentation par Boris. Déjà, vous êtes en avance sur cette question des transports. Ça y est, cette révolution des transports est en train de se mettre. Mais parfois, c'est pas facile de repenser nos moyens de déplacement et en même temps, comment on rend la qualité de l'air pour des villes respirables. Et en même temps, il y a toutes ces nouveautés qui sont en train de monter. La question technologique, la question numérique, qui font qu'aujourd'hui, comment on arrive aussi, quand on est acteur écolo sur les territoires, à mobiliser, à responsabiliser les habitants, faire avec eux pour pouvoir changer de vision. Alors je sais, ce ne sont pas des questions très faciles, mais aujourd'hui, on va vous montrer à quel point nos acteurs qui sont là, autour de ce panel, vont nous faire découvrir justement les pistes qui seront demain notre quotidien urbain. Notre quotidien urbain d'une ville verte. La ville verte ne doit pas se résumer à juste une ville en bas carbone. Une ville verte, c'est une ville qui est aussi citoyenne. C'est une ville aussi qui est participative. Mais c'est surtout une ville qui est désirable. Désirable dans le sens de comment les habitants se réapproprient leur ville et comment ils participent à la vie de cette ville. Alors on va commencer tout de suite, et j'ai l'honneur d'avoir à côté de moi Evelyn Wittebroek, qui est ministre du gouvernement de la région de Bruxelles-Capitale, qui est en charge de l'environnement, de l'énergie, de la rénovation urbaine, et qui va nous présenter concrètement, voilà ce dont on a besoin, concrètement, comment aujourd'hui cette région Bruxelles-Capitale fait vivre justement cette volonté d'avoir une vision beaucoup plus durable, beaucoup plus désirable, mais surtout, parfois, c'est pas facile. Et on regardera ensemble quels seront les obstacles. Merci d'être nombreux et nous pouvons commencer avec toi, Evelyne. Merci beaucoup, Karima. Thank you very much. I shall speak in French, no problem. It's easier for me, but my PowerPoint is in English.
Voilà, je suis Evelyne Uijtebroek. Aujourd'hui, je suis membre du Parlement bruxellois et j'étais, je ne suis plus aujourd'hui, nous sommes dans l'opposition depuis 1 an à Bruxelles. J'ai donc été pendant 10 ans, de 2004 à 2014, ministre de l'Environnement, de l'Énergie, de la rénovation urbaine, c'est important à dire, et des Affaires sociales et de la jeunesse. Alors je vais vous présenter rapidement, puisqu'on nous a donné, c'est difficile de résumer 10 ans de travail. Je vais essayer de résumer un petit peu quels ont été nos axes pour faire vraiment cette ville durable et quels sont aussi quelques résultats. Très rapidement, vous connaissez Bruxelles, 161 km², 1 100 000 à peu près habitants. Une région, donc c'est pour ça que nous sommes ministres régionales, mais une région avec 19 communes. Ça veut dire aussi 19 autorités locales. Je le dis parce que ce n'est pas toujours facile et c'est un des obstacles qu'on rencontre dans une région, c'est d'avoir 19 entités avec des majorités différentes. C'est une ville aussi avec une très forte densité, énormément de nafteurs, de personnes qui rentrent tous les jours dans Bruxelles, soit pour travailler, 632 000 personnes, soit pour étudier, ce qui pose évidemment le problème de la mobilité, que je ne vais pas tellement développer ici, ce n'était pas ma compétence, mais qui est un des premiers axes de réflexion pour les écologistes, c'est la question de la mobilité. Enfin, et ça a été l'axe de mon action, c'est qu'il faut savoir que 70% des émissions de gaz à effet de serre en région bruxelloise proviennent du bâtiment. Et c'est pour ça que ça a été l'une de mes premières priorités. C'est travailler justement sur la consommation d'énergie dans le bâtiment. Alors, le gouvernement régional, il faut savoir que c'est une coalition. Nous sommes 5 ministres et 3 secrétaires d'État. C'est une coalition de 7 partis, francophones, néerlandophones. Pour certains, ça peut paraître énorme, mais voilà, ça veut dire que nous devons faire, et on en a parlé hier, il faut toujours faire aussi des consensus et des compromis, mais en gardant évidemment nos valeurs et notre programme. Un grand avantage, c'est que comparé à d'autres pays, je le sais parce que j'ai souvent rencontré mes amis français, c'est que nous avons, nous les régions en Belgique, c'est un État fédéral, beaucoup de compétences. Donc tout ce qui est les législations, la transposition des directives européennes, les inspections, tout cela, ce sont les régions qui peuvent les faire. Nous sommes totalement autonomes en matière d'environnement, d'énergie, de mobilité, de logement. Donc ça, c'est un énorme avantage parce que donc nous ne dépendons pas de pouvoir fédéral, nous avons véritablement des outils législatifs en main. Et je répète que pour nous, en tout cas, la ville, l'entité urbaine est vraiment une chance pour les écologistes parce que c'est une ville compacte et c'est là que nous pouvons aussi agir tant en matière d'environnement qu'en matière sociale et culturelle. Alors, trois étapes d'intervention dès le départ que j'ai choisies, c'est travailler sur le bâtiment, travailler sur le quartier et travailler sur toute la ville, principalement donc, comme je vous l'ai dit, en matière de construction durable et en matière de performance énergétique. Alors nous avons lancé en 2007 un programme, et je vais vous en parler un petit peu, de bâtiments exemplaires, BATEX. C'est un programme, en fait, je l'expliquerai, mais c'est donc un appel que nous faisons auprès des promoteurs pour faire des bâtiments qui sont des bâtiments exemplaires. Et ça a été l'un de nos plus grands outils pour montrer qu'il était possible aujourd'hui de construire des bâtiments passifs et basse énergie en région bruxelloise, alors qu'il y a moins de 10 ans, on nous disait que c'était totalement impossible. Nous avons fait des programmes comme le programme Plage. Plage, en français, donc plage, ici c'est programme local d'action de gestion en énergie. Nous avons travaillé sur la réglementation,
la performance énergétique des bâtiments, et nous avons travaillé aussi beaucoup sur la création d'emplois dans les filières durables de la construction des déchets et de l'eau. Les bâtiments exemplaires, en quelques années, nous avons eu 180 projets. Aujourd'hui, 500 000 m² de bâtiments exemplaires. Ça veut dire bâtiments exemplaires qui utilisent des matériaux écologiques, qui ont aussi une esthétique architecturale, qui ont une haute performance énergétique et qui aussi sont reproductibles au niveau budgétaire. Ça a été une petite révolution dans le domaine de la construction et ça a permis aussi de créer à Bruxelles énormément d'emplois en construction durable. Ça a été des bâtiments qui étaient soit des bâtiments publics, des écoles, des maisons individuelles, avec le standard passif qui était véritablement la règle. Ici, vous avez sur Bruxelles plusieurs de ces exemples de bâtiments qui aujourd'hui sont vraiment reconnus en Europe. Nous avons de plus en plus de délégations étrangères qui viennent visiter, puisque nous faisons des visites, de ces bâtiments exemplaires. Et je vous dis, tous ces bâtiments, il y a 10 ans, n'auraient pas du tout été possibles. Ce que nous avons fait, nous avons donc mis sur pied un jury qui a déterminé les bâtiments qui pouvaient être exemplaires et nous avons donné une prime de 100 € au mètre carré. Pour certains, ce n'était rien, mais c'était important d'avoir, vous voyez là, le label bâtiment exemplaire pour ceux qui étaient les promoteurs de ces bâtiments. Tous ces bâtiments que vous voyez là, ce ne sont pas des maquettes, ce sont des véritables bâtiments qui existent aujourd'hui à Bruxelles. Et je suis très fière en tout cas parce que ce bâtiment a remporté un prix, c'est le bâtiment de mon administration de l'environnement qui se trouve dans le centre de Bruxelles et qui est aujourd'hui le plus grand bâtiment passif de Belgique, 16 000 m² de bâtiments passifs. C'est l'intérieur. Alors nous avons transformé aussi la législation et donc depuis 2010 nous avons imposé le standard passif pour les bâtiments publics et depuis janvier 2015 c'est le standard passif pour tous les nouveaux bâtiments. La réglementation européenne le fait pour 2019. Nous avons réussi, nous, écologistes, en n'étant pas majoritaires dans le gouvernement, à imposer en tout cas ce standard passif. Je vous ai parlé de l'Alliance emploi-environnement que nous avons fait avec d'autres ministres dans le gouvernement, qui était importante, qui était un programme sur plusieurs années qu'on a fait avec les partenaires publics, avec les partenaires privés de la Fédération de la construction par exemple, et où on a travaillé sur la formation, sur l'insertion professionnelle et sur la création d'emplois, surtout pour les jeunes à Bruxelles. Il faut savoir que nous avons 20% de chômage et 40% de chômage dans certains quartiers. Et donc, on a vraiment travaillé sur la formation pour créer ces nouveaux emplois verts. Alors, on n'a pas travaillé que sur les briques. On a travaillé aussi sur, et ça rejoint la question sociale, nous avons travaillé sur les quartiers qui existent, pas uniquement sur les nouveaux bâtiments, mais sur les quartiers anciens à Bruxelles. Et donc on a fait ce qu'on appelle des contrats de quartier durables. On a travaillé sur la participation avec les habitants pour essayer de voir comment dans les quartiers qui existent, on pouvait bien sûr travailler sur l'énergie, mais aussi sur d'autres questions, comme la question de l'eau, la question de la biodiversité, la question des espaces verts dans des quartiers centraux, souvent des quartiers très fragilisés, avec une très forte densité, avec des quartiers qui sont une population d'origine étrangère très importante depuis de nombreuses années. Et donc, on a travaillé vraiment en faisant participer la population. Ce sont donc des exemples de contrats de quartier dans des quartiers qui existent, où on a travaillé sur les bâtiments, mais aussi très fort sur tout ce qui est l'espace public et l'espace de jeu, les espaces de jeu par exemple pour les enfants. Et puis une autre dimension, c'est les nouveaux quartiers. Nous avons à Bruxelles des anciennes friches
ferroviaires, comme dans d'autres, je sais, Berlin a ça aussi, ce sont des grandes friches où il y avait avant des gares et qui aujourd'hui n'existent plus. Donc nous avons sur Bruxelles plusieurs, au moins 4 grands quartiers comme ça, qui deviennent des nouveaux quartiers. Et donc nous avons sur un quartier qui s'appelle Tivoli, nous avons acquis la régie publique, donc c'est devenu un terrain public, et nous avons décidé sur ce quartier-là d'en faire un exemple avec 500 logements, moitié moyens, moitié logements sociaux, mais aussi de faire sur le même quartier Greenpeace, qui se trouve être donc 10 000 mètres carrés d'économie verte, et une ferme urbaine, et aussi un intérieur d'îlot très vert. C'est donc dans un quartier très industriel, tout près du canal. Ceux qui connaissent Bruxelles, il y en a beaucoup ici, savent que c'est un quartier très difficile, un quartier très industriel. Voilà, c'est ce quartier-là que vous voyez près du canal. Et donc, il a commencé depuis l'année passée. Et nous avons travaillé surtout en participation avec les quartiers autour de Tivoli. Parce que ce n'est pas facile pour des habitants de voir arriver 500 nouveaux habitants. Et donc, pendant 3 ans, on a mis sur pied, avec des associations, une participation de tous les habitants autour pour voir comment eux voyaient le quartier qui allait venir tout près de chez eux. Alors, stimuler la participation, c'est aussi, comme je vous disais, pas uniquement des nouveaux quartiers, mais c'est travailler avec les habitants dans les quartiers, et ça c'était ce qu'on appelle les quartiers durables citoyens. Ce sont des projets de comités de quartier qu'on a accompagnés et qui, eux, se sont réunis autour d'initiatives communes qui étaient soit la mobilité, soit la question des déchets, soit la question de l'eau dans un quartier. Et aujourd'hui, on est très content d'avoir 60 quartiers durables citoyens qui sont aujourd'hui pris en main par les citoyens eux-mêmes. On a donné un budget pour travailler avec eux pendant 3 ans sur des petits projets. Ce ne sont pas des grosses constructions ici, ce sont des petits projets. Aujourd'hui, on a 60 quartiers à Bruxelles qui donc travaillent vraiment maintenant en autonomie sur cette question de la durabilité dans le quartier, mais aussi sur l'aspect social et la convivialité. Voilà, ça c'est un exemple de mon quartier se met au vert. Voilà. Alors nous avons beaucoup développé tout ce qui est alimentation durable, les cantines durables, les hôpitaux durables, les maisons de repos, tout ce qui est l'agriculture urbaine qui a amené énormément de convivialité aussi dans les quartiers. Et enfin, encore un dernier aspect, j'étais ministre de l'Environnement, donc c'est travailler sur les espaces verts. On a beaucoup d'espaces verts à Bruxelles, 50% d'ailleurs du territoire est vert, vous ne le croyez pas, mais il est vert, mais ce n'est pas uniquement des parcs, c'est évidemment des grands jardins urbains. Et nous, on a travaillé surtout sur les petits jardins, sur les petites friches dans le centre-ville, pour faire aussi des petits espaces de jeu dans les quartiers centraux très denses. Nouvelle législation sur la nature, évidemment, avec le classement de 3 zones en zone Natura 2000. Et puis, et on en est très fiers, une promenade verte, c'est tout le tour de Bruxelles que vous pouvez faire aujourd'hui. Je l'ai fait il n'y a pas longtemps, c'est pas facile à faire. Il y a 65 km à vélo ou à pied autour de Bruxelles, uniquement en rejoignant des parcs et des espaces verts autour de Bruxelles et en passant dans tous les quartiers de Bruxelles. Voilà ici quelques exemples de lieux autour de Bruxelles. Et enfin, c'est une législation qui vient de sortir, c'est le plan air-climat sur Bruxelles, avec un objectif, évidemment, moins 40% d'émissions de gaz à effet de serre en 2030. On vient de très loin à Bruxelles, et donc on a vu qu'en tout cas, entre 2004 et 2014, le fait de travailler tant sur les bâtiments passifs que sur les primes, que sur la performance énergétique, que sur la consommation d'énergie, a permis déjà de faire de grandes
de grandes avancées. Ici, c'est tout le travail de l'eau. Je ne vais pas passer tout en revue, mais aussi on a travaillé beaucoup, pas uniquement sur les grands ouvrages de bassins d'orage, mais aussi sur les toitures vertes, sur la conscientisation avec les enfants, avec les écoles, avec l'éducation à l'environnement de la question de l'eau. Et enfin, parce que je pense que c'est important aussi que les habitants soient fiers de leur ville. Nous avons été candidats pour être capitale verte en 2013, capitale européenne. Et on n'a pas été premier parce que je crois que le représentant de Bristol est ici. C'est Bristol qui est arrivé première pour être cette année-ci capitale verte. Mais nous sommes arrivés deuxième. Et c'était très important pour nous parce qu'on a essayé de mettre de l'enthousiasme, de faire que les Bruxellois soient contents et fiers de leur ville. On nous a dit, votre problème à Bruxelles, c'est la mobilité. Et aujourd'hui, vous n'êtes pas encore arrivés, et vous le savez, les députés européens qui habitent à Bruxelles ou d'autres, nous avons ce gros problème d'embouteillage. Et donc, si nous avons raté ce prix, mais on était quand même content d'être deuxième, c'est probablement parce que dans les années qui viennent, le premier objectif à faire, c'est de diminuer la congestion automobile. Et ça, c'est véritablement une priorité aujourd'hui des écologistes qui doit être fait. Mais comme je vous l'ai dit, je vous rappelle les chiffres, plus de 500 000 nafteurs qui rentrent à Bruxelles. Et donc là, c'est un défi qui ne concerne pas uniquement les Bruxellois, mais aussi évidemment les autres régions. Et là, je ne vous ferai pas un dessin, nous tombons évidemment sur un problème institutionnel qui est de travailler en coopération aussi avec les autres régions en Belgique. Mais je pense qu'après 10 ans, les Verts dans la région bruxelloise ont vraiment changé le visage de cette ville. Et aujourd'hui, je crois qu'il y a beaucoup de Bruxellois qui s'en rendent compte, même si nous avons eu un échec il y a 1 an. Aujourd'hui, en tout cas, après 1 an, beaucoup nous disent « nous vous regrettons ». Nous leur disons la prochaine fois, il faudra voter vert parce que vous réalisez qu'aujourd'hui, effectivement, nous avons changé la ville. Je vous remercie. Merci beaucoup, Evelyne. Voilà des choses qui rendent un peu plus visible justement cette ville verte et cette vision autour de Bruxelles. Alors oui, le constat, et je te le dis, la question des transports est un gros problème à Bruxelles. Mais comme je suis en train de rédiger un rapport au Parlement sur la mobilité urbaine durable, j'espère que ces questions-là seront au centre des priorités. J'invite maintenant Boris Palmer à venir quelques minutes, parce que sur une présentation, puisque Evelyne a soulevé quand même pas mal dans sa présentation, pas mal de questionnements. Alors toi, Boris, tu nous as fait cette présentation tout à l'heure de ta ville, qui tend de plus en plus à être une ville avec des objectifs très concrets en termes d'énergie, en termes de transport. Alors moi, je vais revenir sur des questions un petit peu. Toi, en tant que maire, quelles sont tes relations aujourd'hui avec notamment la région et parfois l'État? Parce que c'est pas facile lorsqu'on est maire d'avoir parfois des législations qui ne correspondent absolument pas à ce que toi tu aspires dans ta ville. Ça, c'est ma première grande question. La deuxième grande question, c'est vrai que ce changement de mentalité est très rare en politique. C'est-à-dire tu arrives dans cette ville et tout de suite tu dis non, il n'y aura plus de voitures. Les gros de cylindrés, c'est fini. Donc toi-même, tu prends l'exemple en tant que maire, puisque tu prends ton vélo et tu montres justement ce changement de mentalité. Comment aujourd'hui il se réalise ce changement de mentalité sur les questions environnementales, mais surtout sur les questions climatiques, puisque voilà, les villes vont avoir un rôle important. Nous sommes à quelques semaines de la COP21, ce sommet climatique. Donc oui, il est urgent que les dirigeants prennent en compte le rôle des villes. Et toi, est-ce qu'avec d'autres villes européennes, tu t'engages justement pour un petit peu dire nous sommes autonomes, mais en même temps on est là pour mettre la pression à ces dirigeants sur cette COP21? Merci. Okay. Now, I thought I would listen to Annie first and we would go in the panel discussion, but I'll try to give a few answers. Now, first, mentality and the motor car.
That is, of course, a very special thing in Germany. I think that's why you asked the question about mentalities. We have invented the car, and we have invented cars that only have clean air facilities in work if you're testing them. As soon as the cars are on the road, they're really doing bad emissions. So that is a very interesting invention made from German car manufacturers, and therefore mentality is important. I think if you are a car manufacturer, you shouldn't think about such inventions, really. You should think about the facilities that make the air clean if the car is on the road and not on the testing station. So mentality is important, and I have to admit that transportation is, of course, the most difficult part of greening a city in Germany, and that applies to Tübingen as well. I have seen a lot of opposition to the reduction of space for cars, to the reduction of car parks, to the increase of green lights for buses at the cost of cars. I have seen a lot of opposition to the reduction of speed in the city, but we've done it all. And the important thing is, it's a 2/3 majority of the people in the city that support it. There is always strong opposition, but it's more the noise than the numbers. So I would encourage you just to do it, because as soon as it's done, people realize that it's better than before, and the opposition is a minority in the cities. Might be different in rural areas, but that is what I've experienced during the last decade. Of course, that doesn't mean that you can do everything you want to do. In one important situation in the city, I had to make a compromise. So we used to have a speed limit of 50. I implemented 30, and now we came up with 40. But now they're all happy, and still it's an improvement. I don't think that it's really feasible to force people to do without the car. So if you go too far ahead, you will lose contact to the people. And therefore, I always argue that I'm not torturing car drivers, but that I'm giving incentives to use alternatives. So if the bus is faster at the traffic light, it's not to torture car drivers with long queuing lines, but to make public transport more efficient. And we have installed such a system at every traffic light in the city. So the buses always have green as soon as they arrive. And that is, of course, contributing to the increase of ridership. I do think that the revolution in cities, as far as electrical driving is concerned, will be faster with bicycles than with cars. So if we refer to mentality, I do realize that a lot of people find it attractive to ride on an electrically assisted bicycle uphill and to be faster than a student, even if you're 50 or 60. So that's really fun. And also, I have had a contest 4 weeks ago with a radio station moderator, and he used a car in Tübingen, I used the electrically assisted bike. So I won the race by 12 minutes to 30 minutes. So you're faster, you have more fun, and it's just more interesting. You see more of your city, you have the all-time cabrio feeling. So I think this is something that will change public transport, at least in cities the size of Tübingen, and it will also change the behavior of commuters. So the electrically assisted bike that makes it possible that you have your suit and you won't sweat when arriving in the office is something that is really important, and we see a large increase of the numbers of those bikes on the streets. So now I have talked about the mentality so long that I'm wondering what else I should answer. Is that enough for the moment? The relation, other cities. The rule of the city with
with the COP21. And what for you? Do you have a relation with other cities? Okay. Other cities? Yeah. And do you hear in the network? And I remember the question. Sorry, I lost track. So yes, we of course we are a member of some of those. No, it's not ICLA. It's the other one. No, there's another one, and I don't remember it. So I don't find the name, but in 1994 we became a member of one of those organizations, those green city organizations, and I have attended some conferences. So we try to share experience, as all cities do, I think, and I also try to find out what other cities are doing. I was very puzzled about the Brussels example because a few years ago I visited your city often and I didn't see any of the good examples you've shown us, so I have to return. You always learn something about that. Yes, we are trying to take part, but to be honest, at the moment I don't think that the city networks are that efficient. So I do believe it's about examples and ideas, but if you try to implement it, you realize that the situations are really different between countries and regions and cities. So what applies to a city of 1,100,000 people is interesting, and there are some ideas I can take to Tübingen, but of course you can't do exactly the same in a city that's much smaller. So it's about ideas, it's about talking, it's about raising awareness, but I don't think there is one master plan you could put into place in all the cities. And so I have the honor to offer to Boris the exemplary buildings of Brussels. So the next time, and so the people... I can visit them all. If you want, I don't have with me, but I can send you all the exemplary buildings. Thanks very much. And the role in the COP21, Boris? You're talking about the local agenda? Yeah. Local Agenda 21. We had that process in 2002 or something like that. But to be honest, again, that wasn't successful. So we had a big discussion. Of course, we came up with some rules, so what we call a Leitbild in Germany. But Council didn't want to decide on that. So Council said, that's very interesting, but we're not going to decide on that, and therefore it's just a paper, it stayed a paper. And I'm afraid that is something that happened to many of those papers that have been produced a decade ago. So it was a period when many people put a lot of effort and a lot of time into the discussion process, but unfortunately politicians didn't really implement that. So that's what happened in our city. But I have an excuse that was before my period of office. Okay. Thank you, Boris. And now I give the floor to the last but not the least speakers, the local, with the presentation of Helsinki. So my question is very easy, because when you arrive in this city, because I live in Paris, I say, where are the cars? It's incredible, really. It's fully, for me, I'm shocked because here is possible, but in Paris or Lille, for example, it's not possible. So what are the solutions for you, and can you explain the transformation of this city more sustainable? Thank you.